Née le 13 octobre 1934 à la Canée, sur l'île ensoleillée de Crète, Nana Mouskouri, de son vrai nom Nana Mouskouri, grandit dans un environnement à la fois modeste et profondément artistique. Ses parents, Costas et Alice, travaillaient dans un petit cinéma local, son père comme projectionniste, sa mère comme ouvreuse. Chaque soir, alors que les images dansaient sur l'écran, la petite Johanna entendait les mélodies des films américains, italiens ou français. Ces bains culturels précoces affaquant son oreille musicale bien avant qu'elle ne comprenne qu'un destin exceptionnel l'attendait. Pourtant, l'enfance de Nana n'a rien d'un conte de fées. Très tôt, on lui diagnostique un problème de vue sévère, marqué par une forte myopie. Là où d'autres enfants couraient et jouaient sans inquiétude, elle devait apprendre à vivre avec une perception du monde floué. Ses lunettes épaisses deviennent son inséparable compagnon, mais aussi l'objet de moqueries. Cette fragilité forge en elle une timidité profonde, presque douloureuse, qu'elle tentera de transformer en force au fil des années. Dans ce climat familial simple mais chaleureux, Nana découvre également son âme secrète, la musique. Sa sœur aînée, Jenny, possède une voix magnifique, et les deux enfants chantant ensemble pendant des heures. Leur père, amoureux de musique classique, joue des disques de Verdi, Puccini ou Mozart. Très vite, Nana développe un talent particulier pour la harmonie, l'écoute attentive et l'émotion intérieure. Au début des années 1940, la Grèce traverse une période sombre, l'occupation allemande, puis la guerre civile. Comme de nombreuses familles, les Mouskouri connaissent les privations et les peurs quotidiennes. Pourtant, c'est dans ces chaos que Nana renforce sa relation intime avec la musique. Elle chante pour calmer son anxiété, mais aussi pour illuminer la pièce lorsque l'électricité manque. Contrairement à beaucoup d'enfants de son âge, elle ressent instinctivement que la musique peut transcender la souffrance. À l'école, les professeurs remarquent rapidement sa voix inhabituelle, claire, souple, presque cristalline. À seulement 10 ans, elle rêve déjà d'entrer au conservatoire d'Athènes. Un rêve immense pour un enfant issu d'une famille modeste. Sa mère, consciente du talent de sa fille, la pousse à tenter l'examen, mais le premier obstacle surgit. Sa sœur Jenny est acceptée, pas elle, une humiliation qui l'amène à douter d'elle-même pendant des mois. Pourtant, si refus devient le premier tournant de sa vie. Déterminée à prouver qu'elle en est capable, Nana redouble d'efforts. Elle travaille sa voix en secret jusqu'à tard le soir, en répétant des exercices qu'elle a mémorisés. Sa volonté farouche finit par payer. 2 ans plus tard, elle repasse l'audition et est enfin admise au conservatoire. Là, elle étudie sous la direction de 2 professeurs exigeants, qui voyant en elle une sensibilité rare et un instinct musical au-dessus de la moyenne. Mais ce que peu de jeunes savent, c'est que Nana hésite longtemps entre 2 mondes, l'opéra et le chant populaire. Sa voix, naturellement douce et sans vibrato, ne correspond pas parfaitement aux exigences de l'opéra. Elle finit par comprendre que sa force réside ailleurs, l'émotion pure, la communication directe avec le public. Cette prise de conscience marque un second tournant majeur dans sa jeunesse. Malgré ses doutes, ses peurs et les difficultés économiques de sa famille, Nana se forge une identité artistique unique. Sa timidité légendaire, au lieu de l'enfermer, devient une source d'authenticité. Sa voix, cette voix que le monde apprendra à aimer, commence à mourir, assez précise, assez libérée. À l'aube de ses 20 ans, Johanna Nana Mouskouri n'est plus simplement une jeune fille timide portant de grosses lunettes. Elle est déjà, sans le savoir, en train de devenir l'une des voix les plus reconnaissables de la planète. Une voix prête à franchir les frontières, à séduire les cœurs et à provoquer un phénomène musical mondial qui durera plus de 60 ans. Lorsque Nana Mouskouri entame véritablement sa carrière au début des années 1950, rien ne permet encore d'imaginer qu'elle deviendra l'une des chanteuses les plus prolifiques et les plus emblématiques de l'histoire de la musique mondiale. Pourtant, chaque geste, chaque décision, chaque rencontre à cette époque va contribuer à bâtir une destinée aux normes. Ses débuts se font timidement dans de petites salles d'Athènes. Alors qu'elle n'a qu'une vingtaine d'années, sa voix attire déjà l'attention, une voix claire, presque fragile, mais capable de transmettre une émotion brute que peu d'artistes possèdent. Très vite, elle se fait remarquer par le compositeur Manos Hadjidakis, figure incontournable de la musique grecque. Il comprend immédiatement qu'elle possède quelque chose d'unique, une sensibilité qui transcende les genres et les frontières. Grâce à lui, Nana enregistre ses premières chansons, dont les succès modestes ouvrant la voie à une carrière internationale. L'année décisive arrive lorsque le producteur Quincy Jones, alors en pleine ascension, découvre sa voix lors d'un passage en Europe, fasciné par son timbre et son absence de vibrato. Il l'invite à New York pour enregistrer un album jazz, un fait exceptionnel pour une jeune chanteuse grecque encore inconnue en Amérique. L'album The Girl from Greece Sings devient une révélation. Nana y interprète des standards jazz avec une épurette vocale qui surprend les plus grands critiques. Ce projet, audacieux et inattendu, la projette sur la scène internationale.
La suite n'est qu'une ascension fulgurante. Dans les années 1960, Nana décide de s'installer en France, un pays qui tombera profondément amoureux de sa voix et de sa personnalité discrète. Elle enregistre des titres devenus emblématiques. Le thème des séries, l'amour en héritage, quand tu chantes, la Provence. Sa maîtrise parfaite du français, acquise avec une rapidité étonnante, renforce sa proximité avec le public francophone, qui voit en elle une artiste sincère, élégante et intemporelle. Mais ce qui distingue le plus Nana Mouskouri des autres chanteuses de son époque, c'est sa capacité à chanter dans de multiples langues. Au cours de sa carrière, elle enregistrera plus de 1500 chansons en français, grec, anglais, allemand, espagnol, italien, japonaise et même en hébreu. Aucun autre artiste européen n'a réussi une telle prouesse. Cette polyvalence linguistique lui permet de devenir une star mondiale, appréciée autant en Amérique du Nord qu'en Allemagne, au Canada, en France, au Japon ou en Australie. Les années 1970 et 1980 marquent l'apogée de sa carrière. Elle enchaîne les tournées internationales, souvent dans des salles immenses affichant complets. Elle devient l'une des rares chanteuses à vendre plus de 300 millions de disques dans le monde, un chiffre comparable aux plus grandes légendes de la musique populaire. Pendant cette période, elle multiplie également les collaborations prestigieuses, notamment avec Michel Legrand, Harry Belafonte, Charles Aznavour, Julio Iglesias et tant d'autres. Un autre aspect remarquable de sa carrière est son engagement humanitaire. En 1993, l'UNICEF la nomme ambassadrice de bonne volonté, rôle qu'elle assumera avec rigueur et humilité, visitant des pays en guerre, soutenant les enfants défavorisés et utilisant sa notoriété pour sensibiliser le public à des causes essentielles. Sa mission humanitaire devient l'un des piliers de son identité, ajoutant une dimension profondément humaine à sa carrière artistique. Dans les années 2000, alors que beaucoup de ses contemporains se retirent progressivement, Nana continue de chanter, d'enregistrer et de se produire sur scène. En 2004, elle annonce une tournée d'adieu, mais la passion étant plus forte que la retraite, elle reviendra plusieurs fois pour des concerts exceptionnels, notamment en France, en Allemagne et en Grèce. À plus de 80 ans, sa voix reste étonnamment intacte, douce et précise, comme si le temps n'avait aucune prise sur elle. Sa carrière est marquée par une constance rare, pas de scandales, pas de chutes brutales, pas de ruptures spectaculaires, seulement une fidélité absolue à la musique, au public et à l'émotion. Nana Mouskouri ne s'est jamais laissée dévier par les modes ou les tendances. Elle a imposé son style, son authenticité, sa sobriété, ses lunettes iconiques, devenues symbole d'élégance et d'identité. Aujourd'hui encore, à 91 ans, elle est une référence incontournable. Les jeunes artistes la citent comme inspiration, les médias comme légende, et les fans continuent d'écouter sa voix avec la même émotion qu'il y a 50 ans. Sa carrière est l'une des plus longues, des plus respectées et des plus puissantes de l'histoire de la musique contemporaine. Derrière la carrière immense et les projecteurs du monde entier, Nana Mouskouri a toujours conservé une vie privée empreinte de discrétion, de pudeur et d'une étonnante stabilité émotionnelle. Contrairement à de nombreuses célébrités, elle a rarement laissé filtrer des détails intimes, préférant que l'on parle de sa musique plutôt que de ses sentiments. Pourtant, sa vie affective est ponctuée d'histoires fortes, marquées par l'amour, la loyauté, les sacrifices et quelques blessures que le public ne soupçonne pas. Son premier grand amour fut Giorgos Petzilas, un musicien grec avec lequel elle partageait autant la scène que la vie quotidienne. Ils se rencontrent dans les années 1950, à une époque où Nana n'est encore qu'une jeune chanteuse qui tente de se faire un nom. Giorgos, charismatique et talentueux, croit profondément en elle et l'encourage à aller au-delà de ses peurs. Ils se marient en 1961. Ensemble, ils vivent une relation intense, nourrie par leur passion commune pour la musique. Le couple a qu'elle, deux enfants, Hélène, dite Lenou, née en 1968, et Nicolas, né en 1970. Nana, malgré un emploi du temps souvent surchargé, essaie de rester une mère présente. Elle a mené ses enfants avec elle lors de certaines tournées, leur raconter des histoires le soir, s'efforce de les protéger des excès de la célébrité. Mais ce rythme effréné finit par peser sur son mariage. La distance, les exigences du métier et les tensions que connaît souvent un couple d'artistes entraînant une usure progressive de leur relation. En 1975, Nana et Giorgos divorcent, une décision douloureuse mais inévitable. Pourtant, loin d'un échec sentimental, si divorce provoque un tournant dans la vie personnelle de Nana, quelques mois plus tard, elle rencontre un homme qui va profondément marquer son existence. André Chappelle, son producteur, compagnon discret mais solide, avec lequel elle entretiendra une relation fusionnelle durant plus de 40 ans. Avec lui, Nana découvre un amour plus calme, plus mature, fondé sur le respect et la complicité professionnelle. André devient sa boussole, son soutien moral, son partenaire de vie dans l'ombre. Pendant des décennies, ils partagent tout, les voyages,
les enregistrements, les décisions artistiques, les doutes, les joies du public. Fait étonnant, même après tant d'années, ils ne se marient qu'en 2003, lors d'une cérémonie intime en Grèce, comme si l'union officialisée n'était qu'un symbole, car leur amour, lui, existait depuis longtemps. Leur relation est l'un des piliers de la stabilité émotionnelle de Nana, un réfugié, un équilibre, une source de paix intérieure. André Chappelle restera à ses côtés jusqu'à la fin de sa vie en 2021. Sa disparition sera l'un des chocs les plus douloureux pour Nana, une blessure profonde qu'elle évoquera à demi-mots, toujours avec délicatesse. Sur le plan familial, Nana entretient également une relation très forte avec sa fille Lenou, qui suivra elle aussi une carrière musicale, même si elle évolue dans un registre plus moderne et plus discret. Leur lien est marqué par une affection sincère, des conseils échangés, une admiration réciproque. Nana a souvent expliqué que sa fille lui rappelait ses propres débuts, cette timidité, ses perfectionnismes, cette sensibilité artistique qui transforme chaque note en émotion. Son fils, Nicolas, choisira une carrière loin de la musique, mais conservera une grande proximité avec sa mère. Nana s'est toujours montrée fière de ses enfants, insistant sur le fait qu'ils ont grandi dans un univers multiculturel, voyageant entre Athènes, Paris, Berlin et New York. Elle les décrit comme les témoins silencieux de sa vie de scène, ceux qui ont observé de l'intérieur la réalité derrière les projecteurs. Malgré sa célébrité planétaire, Nana a cherché à garder sa vie intime hors des tableaux. Pas de scandales, pas de relations tumultueuses exposées dans les médias, pas d'excès. Son équilibre repose sur la simplicité, la fidélité à ses valeurs, et cette conviction qu'aimer est un acte qui se vit, parce qu'il se montre. Elle est de ces artistes pour qui la vie sentimentale reste sacrée, préservée derrière un voile de pudeur. À 91 ans, Nana Mouskouri continue d'être entourée par ses proches, ses enfants, ses petits-enfants, et un cercle amical réduit mais solide. Sa longue histoire personnelle reflète la même chose que sa carrière. Élégance, constance, profondeur et sincérité. Ces mélanges uniques expliquent en grande partie pourquoi, aujourd'hui encore, son nom évoque non seulement une artiste légendaire, mais aussi une femme à la vie affective riche, inspirante et profondément humaine. À 91 ans, alors que beaucoup l'imaginent retirée dans la tranquillité, Nana Mouskouri surprend encore. Lors d'un entretien intime accordé à un média européen, elle a répondu à une question légère, presque anecdotique. Y a-t-il des prénoms que vous n'aimez pas? Personne ne s'attendait à ce que la chanteuse, connue pour sa douceur et son élégance, se prête au jeu. Pourtant, avec son humour discret, elle a accepté de révéler 5 prénoms qu'elle n'a jamais pu supporter. Et derrière ces choix inattendus se cache une histoire personnelle, parfois tendre, parfois amusante, parfois chargée d'émotions. Il est important de rappeler que Nana n'a jamais été une femme de scandale. Elle n'aime ni les conflits, ni les polémiques. Cette petite confession n'a rien de méchant. Il s'agit plutôt d'un clin d'œil, d'un souvenir, d'un réflexe affectif forgé par des rencontres marquantes. À son âge, elle n'a plus rien à cacher, et encore moins à prouver. Alors, elle se confie avec sincérité, presque avec nostalgie. 1. Le prénom Dimitris, l'enfance douloureuse. Nana révèle que ce prénom lui rappelle un camarade d'école qui se moquait constamment de ses lunettes épaisses. Il n'était pas méchant, mais il avait un rire cruel, admet-elle. Ce prénom est devenu pour elle le symbole d'une époque où elle se sentait fragile et incomprise. Ce n'est pas la personne qu'elle déteste, mais la blessure que ses souvenirs réactivent, son combat contre la timidité, les moqueries, et cette sensation d'être différente. 2. Le prénom Sophia, une amitié trahie. Dans les années 1950, alors qu'elle chantait dans de petites salles d'Athènes, Nana avait une amie très proche, Sophia, qui la soutenait, jusqu'au jour où cette dernière lui tourna brusquement le dos pour des raisons professionnelles. Le prénom évoquait pour Nana un sentiment de trahison mêlé d'affection perdue. À 91 ans, elle en parlait sans colère, mais avec une pointe de mélancolie. Qu'était une amie que j'aimais beaucoup, peut-être trop. 3. Le prénom Michael, une déception artistique. Dans les années 1960, un producteur américain nommé Michael Allred promet de faire d'elle la nouvelle star new-yorkaise. Finalement, l'homme disparaît sans honorer ses engagements. Nana s'en amuse aujourd'hui. Qu'était un rêve américain un peu raté. Ses prénoms lui rappellent la naïveté de ses débuts, les illusions parfois nécessaires pour avancer. 4. Le prénom Jenny, une rivalité douce amère. Jenny, c'est le prénom de sa propre sœur, et pourtant, Nana reconnaît que ce prénom lui évoque un mélange complexe, admiration, jalousie, douleur. Jenny, grâce à une voix très puissante, avait été admise au conservatoire. Alors que Nana avait été refusée la première fois, cette comparaison constante l'a profondément marquée. Elle explique, « J'aimais ma sœur, bien sûr, mais j'ai longtemps souffert de vivre dans son ombre. » Le prénom Jenny représente donc autant une blessure qu'une source de motivation. 5. Le prénom André, l'amour qui laisse une cicatrice. Stupéfaction.
Nana avoue qu'elle n'a jamais aimé ses prénoms, malgré, ou plutôt à cause, de l'homme qu'elle a le plus aimé, André Chapelle. Elle confie avec une émotion palpable que ses prénoms lui rappellent désormais l'absence, la perte, le vide laissé après la mort de son mari en 2021. Je n'ai jamais détesté André, mais le prénom, oui peut-être, parce qu'il me fait trop mal. Une phrase simple, mais d'une puissance déchirante. La vérité derrière cette révélation inattendue. À 91 ans, Nana Mouskouri ne cherchait pas à provoquer. Elle racontait avec honnêteté, avec cette douceur qui fait d'elle une légende, comment certains prénoms potents ont eu des souvenirs, des blessures anciennes, des amitiés brisées, des illusions perdues, mais aussi l'ombre de l'amour de sa vie. Cette confession, loin d'être un caprice, révèle quelque chose de profondément humain. À travers les prénoms, ce sont les histoires de notre vie qui ressurgissent, des visages oubliés, des rires, des peurs, des adieux. Nana Mouskouri, même à 91 ans, continue de toucher le public avec une vérité pure, sans artifices. Et cette petite révélation, aussi légère qu'émouvante, rappelle que derrière la star aux millions d'albums vendus se cachait une femme sensible, marquée par les rencontres qui ont façonné son destin.